côté est de la RDC. Ici, on parle essentiellement actualité en République démocratique du Congo, et ce soir dans l'actualité on revient encore depuis le début de cette semaine, on en parle toujours, ce remaniement au sein du gouvernement Sama. Est-ce que vous comprenez les demandes de l'opposition? Non, mais je ne comprends rien du tout, parce que même vous n'y comprenez rien du tout. Non, moi, alors compris. rien. Non. La tenue des élections à ce jour semble être effective. Très et bien. nous y croyons fermement. Nous n'avons aucune Merci. phobie, aucune peur bleue. N'oubliez pas que dans ces pays, il y a les ministres qui ont été poursuivis pour les mêmes crimes, qui ont conduit ces pays et qui n'ont jamais été même devant les instances judiciaires. Sinon, notre problème c'est quoi? La concrétisation. Hein? On peut nous amener seulement des photos, puisqu'on nous a montré des photos. Combien de fois? Permettez la vérité Non, non, qui nous implique finissons déjà. beaucoup de finissons subjectivité déjà. sans Je le crois. objectivité, n'importe que pour Avec celui qui la Hassan. déclare. C'était un plaisir. On se retrouve à lundi prochain. Je ne sais pas avec votre tête, mais j'aimerais qu'il revienne. Beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. C'est le jour où les herbes envahissent la parcelle qu'on regrette d'avoir chassé les moutons pour une simple peau de banane, dit un proverbe africain. Au revoir. Le zapping de Ici Direct. Est-ce que les rôles Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct et sur votre télévision à grande vision héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes. Nous allons parler justement de la crise à l'est de la République démocratique du Congo et ce ralliement massif de la jeunesse à l'alliance du fleuve Congo des Corneilles Nangaa. Qu'est-ce qui expliquerait justement donc ces adhésions massives de la jeunesse congolaise à cette alliance? Quelle doit être la réponse du gouvernement pour stopper ce qui ressemble bien à une vraie hémorragie? Et puis nous allons parler brièvement de la nomination de la première ministre Judith Toulouka. Faudra-t-il un gouvernement politique ou un gouvernement des technocrates? Pourquoi? Et ça c'est un constat que nous avons fait. On verra l'avis de nos chroniqueurs politiques ici. Pourquoi la politique semble avoir la mainmise dans la gestion des affaires publiques? Comment est-il possible, donc comment ou est-il possible de séparer un peu trop de politique dans la gestion de l'État? Ce sera autant de questions que nous allons tenter de poser à nos chroniqueurs ici présents. Monsieur Mohamed Eyenga, qui est donc président fédéral du parti politique Envol à Lubumbashi. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour monsieur Lycée, bonsoir aux honorables téléspectateurs de la pertinente émission Ici Direct. Et bonsoir à mon co-débatteur. Merci. Votre co-débatteur du jour est cadre de l'IDPS, le parti présidentiel, Vicky Moukeba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur JC, bonjour à mon co-débatteur, mais aussi bonjour à tous les téléspectateurs d'Héritage Télévision qui sont en ce moment hyper scotchés pour suivre les éclaircissements que nous allons apporter sur certaines questions de l'heure qui sont en train de faire couler encre et salive. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, ralliement massif de la jeunesse à l'Alliance du fleuve Congo, l'AFC des Corneilles Nangaa. Qu'est-ce qui serait à la base donc de ces ralliements? Comment les jeunes décident-ils de quitter leur pays et de prendre les armes contre la République? Quelle doit être la réponse du gouvernement congolais pour stopper ce qui ressemble bien
à une hémorragie. Et nomination de la première ministre Judith Toulouka, faudra-t-il un gouvernement politique ou technocratique? Pourquoi la politique semble avoir la mainmise sur la gestion des affaires publiques? Je commence avec vous, monsieur Vicky Moukeba. Je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS. On commence par la première thématique, le ralliement massif de la jeunesse de l'AFC. Déjà, quelle est votre réaction quand vous apprenez à longueur de journée des médias, justement, que certains jeunes politiques ou juste citoyens lambda décident d'aller du côté de Corneille Nangaa qui a la vocation, selon lui, de prendre la République ou de sauver la RDC. Ça, c'est selon lui, bien sûr. Merci beaucoup de la question. Le sentiment, c'est une grande déception de voir des jeunes compatriotes, des jeunes Congolais comme nous, qui sont censés combattre ceux qui sont en train de vouloir faire pleurer nos compatriotes, nos mamans, nos enfants à l'Est. C'est vraiment malheureux de les voir prendre aussi les armes et se rallier aux ennemis pour davantage approfondir la guerre ou le malheur que les Congolais sont en train de connaître à l'est de la RDC. Mais j'aurais aimé que nous puissions nous mettre d'accord sur un point avant que nous puissions évoluer. Vous parlez du ralliement massif de la jeunesse congolaise à la rébellion de Corneille Nangaa. Moi, je pense que c'est trop fort votre thématique pour un pays comme la RDC avec une densité évaluée à peu près maintenant 100 millions d'habitants. Une frange de personnes, quelques jeunes, une minorité... Selon les infos, parce que les noms qu'on a, c'est parce qu'ils sont souvent politiques. Et là, on décide de divulguer. Mais on sous-entend qu'il y a d'autres... Même alors, parler de la jeunesse congolaise, je pense que vous nous mettez dans ce sac. Tous les jeunes Congolais ne sont pas d'accord que vous puissiez parler de la jeunesse. Moi, j'aurais aimé que vous parliez d'une frange, une catégorie de personnes qui sont allées se rallier à l'ennemi pour combattre la RDC. Mais aussi, j'aurais aimé que vous puissiez aussi parler de causes qui ont poussé ces jeunes... Mais justement, qu'est-ce qui serait à la base? Si vous pouvez déjà répondre à la question. Ce qui serait à la base, ce qui est à la base, pour ne pas utiliser les conditionnels, parce que c'est là la réalité, c'est que les jeunes sont des frustrés. Il y a une catégorie de personnes qui ne pensaient pas perdre le pouvoir. L'UDPS a fait plus de 30 ans dans l'opposition. Et notre hymne national dit l'UDPS vaincra. Nous étions optimistes qu'un jour nous prendrons le pouvoir. Voilà pourquoi notre lutte n'était pas une lutte armée, parce que nous sommes des démocrates, donc des gens qui sont tenus de respecter la Constitution. Fort malheureusement, il y a des gens qui se croyaient éternels, qui croyaient avoir pris le pays en otage. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'un jour le pouvoir pouvait leur quitter. Vous savez, quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir en 2018, beaucoup de gens ne croyaient pas différer une année. Il y a des gens qui se disaient que coûte que coûte, Kabila devait rentrer, coûte que coûte, on devrait lui prendre le pouvoir même par les armes, même d'une autre façon. Mais cela demeurant une fiction, certaines personnes habituées à voler l'État congolais, habituées à vivre au détriment des autres, ils sont aujourd'hui frustrés et ils ont résolu de prendre les armes et aller combattre la République démocratique du Congo. Au départ, c'était d'abord Corneille Nangaa, avec cette histoire de carrés miniers qu'il exploitait illégalement, sans documents officiels. Et quand on a voulu remettre les choses en ordre, l'homme s'est senti frustré. C'était d'abord ça le problème. Et après, ça devient un problème de tribalisme au sommet de l'État, ce que moi je ne constate pas jusqu'alors. Donc globalement, nous constatons que ce sont des frustrés. Ce sont des frustrés, des personnes qui pensaient qu'ils reviendraient au pouvoir, qui pensaient qu'ils allaient diriger toujours Félix Tshisekedi comme il l'appelait Pantin. Maintenant qu'il s'est vraiment affranchi, qu'il a déboulonné les systèmes qui étaient déjà installés, ils sont vraiment frustrés et pensent prendre le pouvoir par une autre façon. Je reviens à vous. On va prendre Maître
Mohamed Enga, vous aussi, d'abord votre sentiment et puis vous nous donnez aussi quelques causes qui pousseraient justement ces jeunes, même une France, selon Vicky Moukeba, à adhérer à l'AFC, l'AFC qui a une vocation de contrer le régime en place par les armes. C'est une situation catastrophique. C'est effectivement un sentiment de désolation. En républicain, étant opposant à républicain, on ne peut pas quand même admettre qu'il y ait des compatriotes effectivement qui prennent les armes pour défenestrer les autorités en place en vue justement de prendre le pouvoir. Ouais. Parce que conformément au pacte de Sun City, l'unique façon pour chaque Congolais qui voudrait accéder à la gestion de la chose publique, c'est effectivement de passer par des élections. C'est vrai qu'il y a à boire et à manger par rapport à la tenue des élections, par rapport à la gestion de la res publica. Mais comme je l'ai dit d'entre Dieu, en tant qu'opposant républicain, il est inadmissible de pouvoir soutenir des compatriotes qui ont pris le chemin de la guerre pour prendre le pouvoir. Mais je voudrais quand même, parce que nous parlons d'une question d'une importance capitale, il faudrait qu'on arrête de la traiter d'une certaine façon. Il faudrait qu'il y ait de la lucidité, de la logique dans les traitements, comme je viens de le dire, de cette question. Parce que les compatriotes ont semblé minimiser ceux qui partent en fait. Parce que ici, il faut préciser qu'à travers le monde, ceux qui prennent les armes et qui changent, qui font changer des régimes, ce n'est pas la majorité. Ça a été le cas avec Mouzé, ce n'est pas plus de 50% de la population congolaise qui avait rejoint Mouzé dans les maquis et qui ont chassé donc, le président Mobutu. C'était une très minorité, moins de 10% de la population congolaise d'ailleurs, qui avait défenestré les tout-puissants Mobutu. Il ne faudrait pas qu'on se permette ici de minimiser les gens en disant que c'est une infime minorité, tout ça. C'est vrai qu'ils sont minoritaires, mais ils sont dangereux parce que... Ils ont déjà les armes. Aujourd'hui, ils gèrent un territoire plus grand que le Rwanda. C'est un État qu'ils sont en train de gérer, mais c'est toujours cette même minorité-là qui a pris ce territoire et les militaires congolais, y compris les commandants suprêmes, sont dans l'incapacité la plus notoire, la plus totale, de pouvoir récupérer ces territoires. Donc arrêtons de minimiser n'importe quoi. Alors quand il parle de la frustration du fait qu'ils sont habitués, ces gens-là, entre guillemets, à gérer et du fait qu'ils ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, est-ce ce qui expliquerait leur adhésion? Oui, je dirais la même chose, mais je vais quand même faire une démarcation. Effectivement, il peut s'agir d'une frustration, mais dans ces gens qui sont frustrés, il y a plusieurs catégories. Il y a effectivement certains extrémistes de l'ancien régime qui ont toujours rêvé rentrer ou revenir aux affaires. Mais il faut préciser que revenir aux affaires en suivant la voie légale, c'est tout à fait légitime. Ce n'est pas criminel de vouloir revenir aux affaires, mais ce qui est condamnable, c'est de chercher les raccourcis. Et donc ça, c'est la première catégorie. Il y a une autre catégorie de victimes des injustices qui sont, comme vous le savez, régis un système de gouvernance par le régime Tshisekedi. Depuis que M. Tshisekedi est là, que ce soit au cours de son premier mandat, que ce soit pendant son deuxième mandat, il nous avait promis lors de son discours d'investiture qu'il ne va pas rentrer dans les erreurs du passé. Encore faudra-t-il qu'on se pose la question si le chef de l'État peut identifier ces erreurs, parce qu'il nous a quand même habitués à beaucoup promettre pour ne pas réaliser. Donc, la première des choses à savoir, est-ce que le chef de l'État a pu identifier ces erreurs du passé, parce qu'on constate qu'il continue à voyager de façon kilométrique et pour des résultats zéro. Ça fait quand même partie des erreurs du passé. Est-ce qu'il a donc voyager, c'est une erreur? Mais quand vous voyagez pour des résultats ou des voyages inutiles, pourquoi inutiles? Parce que vous dépensez des millions de dollars, mais il n'y a pas de résultats escomptés. Mais ça, c'est une erreur. Pour toute personne raisonnable et consciencieuse, ça, c'est une erreur. Il continue à voyager. Pour le moment, on ne sait même pas là où il est. Il a quand même voyagé et personne n'est en mesure de nous dire là où le chef de l'État se trouve
actuellement? Est-ce qu'il est au Rwanda? Il a rejoint son ami stratégique et fiable de l'époque, d'alors, ou c'est toujours son ami? Rapidement comme ça. Personne ne se le dit. Et donc il y a effectivement cette catégorie des frustrés, mais des frustrés des injustices, des différentes injustices érigées en système. Il y a une autre catégorie des frustrés de la malgestion érigée en système de gouvernance par le régime Tshisekedi. Sans ignorer que depuis que M. Tshisekedi est là, il n'y a que des scandales à répétition à travers différents projets. Il y a eu les projets 100 jours du chef de l'État qui a décimé des millions de dollars que personne n'a su justifier jusqu'alors. Il y a eu cette escroquerie du siècle appelée de façon maladroite par le chef de l'État comme étant une maladresse. Mais personne n'a su justifier plus de 250 millions de dollars qui a été des rames, effectivement. Et donc, c'est toutes ces frustrations réunies qui sont, à mon sens, à la base, effectivement, de ces ralliements constatés au niveau de l'AFC de M. Kongwe. Alors, M. Vicky Moukeba, voilà, on ajoute à votre thèse de frustration du pouvoir, mais on dit qu'ils sont aussi frustrés par la mégestion de l'administration de Félix Tshisekedi. Ici, je ne veux pas dire que le pouvoir de Tshisekedi gère parfaitement, correctement les choses comme il le faut, mais je ne suis pas d'accord qu'il puisse dire ici que c'est la victimisation de certains jeunes qui est à la base de leur départ pour rejoindre la rébellion de Corneille Nangaa. Parce que je vais lui demander ici qui est victime de quelle injustice à l'est de la RDC. Je parlais ici de Corneille Nangaa qui était... Et il parle du pays en entier, la gestion du pays. Voilà. Quand vous avez épinglé le tribalisme, par exemple, vous avez parlé de tribalisme, c'est pas seulement à l'Est. Je n'ai pas parlé de tribalisme comme pour dire que le président Félix Tshisekedi use du tribalisme qui a frustré non, comme pour dire une raison de Nangaa, par exemple. Je ne justifie pas le départ de ces gens par un certain tribalisme. Et même s'il y a le tribalisme, il y a des voies légales par lesquelles il faut passer pour combattre le tribalisme. Nous avons lutté dans l'opposition sans armes alors que les marches n'étaient même pas autorisées. Aujourd'hui, il y a la décrispation du climat politique, ce qui fait que quelqu'un peut aujourd'hui s'exprimer librement. Je ne pense pas qu'au régime, pendant le régime passé, il pouvait, tel qu'il est là, critiquer le président. Ici direct existait. Hein. Non, on avait toujours ici direct et on conviait les gens. Sortir tranquillement, marcher paisiblement en route, je ne pense pas. Si aujourd'hui il a le luxe de parler, critiquer le régime comme ça, c'est parce que nous sommes en démocratie. Je ne vois pas pourquoi il va parler de la victimisation de certaines personnes qui serait la raison majeure qui a poussé les gens à aller. Alors les erreurs du passé, c'est un discours qu'on a tenu il n'y a pas un mois, il n'y a pas 2 mois. Il a fait en janvier. Hein. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Les erreurs du passé, c'est un discours qu'on a tenu il n'y a pas 2 mois, ce qui fait qu'il faut prendre du temps. À peine on vient de nommer le Premier ministre, il faut prendre du temps, il faut observer. Les prophètes des malheurs sont là pour voir tout en noir, même quand il faut encore donner du temps. Pourquoi on vient à peine de prononcer le discours, déjà les erreurs du passé? Si je lui demande aujourd'hui quelle erreur du passé, il ne va pas me dire. Il a parlé du voyage. Le voyage, moi je ne vois pas le voyage comme étant une erreur. Parce que le voyage nous a produit beaucoup de choses. Le voyage a fait que nous étions sous les régimes presque d'embargo, le régime de notification d'armes. Et aujourd'hui, nous payons nos armes de manière un peu libre, sans notifier qui que ce soit. Le voyage a fait que notre pays, qui était vraiment isolé sous le plan diplomatique, puisse se voir connecté aux autres nations. L'exemple le plus palpable, le pape qui ne venait pas, qui ne voyageait pas parce qu'il y avait des problèmes au pays, le pape est arrivé ici. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut critiquer le voyage du chef de l'État et dire que ce sont les erreurs qu'il continue à commettre. Et le chef de l'État a des voyages officiels, il peut aussi avoir des voyages privés, des voyages familiaux, je peux dire. Il n'est pas censé venir lui dire que je viens de voyager pour aller voir mon enfant, pour aller visiter la famille, pour aller me reposer. Ça, il doit connaître en tant que juriste. Merci. Merci, Maître Mohamed Enga. La réponse est là. Maintenant, on va prendre, je sais que vous pouvez ramasser quelque chose à répondre, mais quelle doit être maintenant la réponse du gouvernement face à cet afflux, puisque là, on parle des minorités, mais on sait que les jours qui suivent, il y aurait peut-être d'autres départs. Quelle doit être la réponse de l'administration en place? Bon, écoutez, j'avais quand même envie de rire quand j'ai entendu mon co-débatteur faire le résumé du bilan
Non, il a épinglé quelques points, pas les bilans. Non, dire que c'est un résumé, c'est trop dire. Il y a beaucoup de choses que les voyages ont rapportées. D'accord. Donc, le résumé des multiples, pour ne pas dire d'une multitude de voyages du chef de l'État, en disant que ces voyages ont permis au pape de venir ici. Et qu'est-ce que nous avons récolté par rapport au voyage du pape ici, à part la prière qu'il a faite au stade des martyrs? Qu'est-ce que nous en avons tiré? Vous voulez négliger les souverains pontifs? Nous parlons de la diplomatie. Nous parlons de la diplomatie, cher monsieur. Nous parlons de l'intérêt du pays, ça qui n'a rien à voir avec la prière. Pouvez-vous nous dire le résultat palpable de l'arrivée du pape ici chez nous? Les résultats palpables, c'est quoi? Il n'y en a pas. Vous parlez d'un prétendu isolement de la RDC, que pour le moment, la RDC est devenue un État fréquentable. Je ne sais pas sur base de quoi vous fiez pour faire une telle déclaration. Mais je pense que vous êtes sans ignorer que nous sommes en guerre contre les Rwandais. Et c'est plus la RDC qui est isolée. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé dernièrement, les 6 et les 7, au niveau de Kigali, c'est presque tout le monde qui était là. Et donc, s'il vous plaît, ne justifiez pas ces voyages, parce qu'ici, il faut rappeler que le chef de l'État lui-même avait répondu à une question posée par un journaliste par rapport à la motivation ou à ce qui motivait le chef de l'État de faire tous ces voyages. Il disait que c'était pour aller chercher des investisseurs. Pouvez-vous nous citer un seul investisseur sérieux qui est venu répondre à l'appel du chef de l'État? Déjà, son premier mandat, il nous parlait de la création de 5 millions d'emplois, sans pour autant qu'il soit même de faire préalablement une évaluation de cette promesse faite précédemment. Il nous a bombardé notre promesse en disant qu'il va nous créer 6 400 000 emplois. Vous vous rendez compte? Ce que je sais est que sous les premiers mandats du chef de l'État, les deux investisseurs qui sont venus répondre à son appel, c'était Vandam et Edoxy. Donc ça, c'est un échec. Edoxy était invité par Gentini Ngobila, gouverneur. S'il vous plaît, maître. Vous voulez dire qu'Edoxy a été invité par le président de la République? Edoxy, c'était par Gentini Ngobila. Au moins, Vandam a été invité par le chef. Il va falloir Et donc, je suis congolais, je paie mes impôts, je suis quand même frustré de la façon dont mon argent est géré, parce qu'ici, il faut rappeler qu'à chaque voyage du chef de l'État, c'est des millions de dollars qui sont décimés pour un résultat zéro. Et je me rappelle, j'ai la parole, vous allez répondre, vous aurez le même timing. Quand commencé son mandat, il nous avait fait une surprise en disant que j'ai voyagé, qu'il y a de l'argent qui est resté et que j'ai restitué cet argent dans la caisse de l'État. Mais là, c'était un voyage. Mais ça fait quand même plus de 300 voyages. On se demande, est-ce qu'il n'y a-t-il pas même $1 qui reste pour restituer dans la caisse? Pour un pays en guerre. Je réponds à votre question. Oui, rapidement. Par rapport justement à ce que les gouvernements doivent faire, parce que là, je venais de décortiquer effectivement les éléments qui entrent dans la frustration, les différentes catégories qu'on retrouve dans ces compatriotes qui sont frustrés. Il y en a qui, comme je l'ai dit, des extrémistes, mais il y en a d'autres qui sont d'abord victimes de l'injustice. Lui-même a cité le cas de M. Nanga. Il peut nous dire si réellement on a retiré le droit d'exploiter la carrière à M. Nanga, à qui est-ce qu'on a remis cette carrière? Mais on va donner à la personne qui aura tous les documents, c'est très clair. Moi, je ne comprends pas la question. Il y a des gens qui sont actuellement dans toutes les carrières de la République. Parmi eux, là, ils sont connus. Dans toutes les carrières, ils sont dans les Lualaba, dans les Haut-Katanga, toutes les carrières de la République sont là. Donc, on va dépouiller un compatriote, soi-disant qu'il n'avait pas le droit de l'exploiter, mais ils attribuent à un compatriote qui va exploiter certainement sans aucun droit ni titre. Il y a d'autres compatriotes, comme je viens de le dire, qui sont victimes de la mégestion. Et quand on parle de la mégestion, c'est nous tous qui sommes victimes. J'ai parlé de cas, par exemple, du projet de 100 jours. Ils ont décidé plus de 50 millions de dollars. Savez-vous que celui qui dessine plus de 50, qui détourne 10 millions de dollars, il est plus que celui qui touche les armes à l'est du pays. Parce que celui qui touche les armes, il peut certes tuer 100, 200 000 personnes, mais celui qui détourne 20 millions de dollars, il a, si vous voulez, sacrifié l'avenir de plus de 10 millions de Congolais. Juste en détournant 50 millions de dollars. Savez-vous que dans les 50 millions de dollars, il y a combien d'hôpitaux? On peut construire combien d'universités, combien de routes et combien
si vous voulez, d'hôpitaux pour sauver, parce qu'on avait lancé avec donc, le programme de la gratuité de la maternité. C'est bien grossier mensonge. Non, c'est d'activité. C'est d'activité. À Kinshasa, c'est d'activité. Il est là, il est bien placé pour répondre. Parce que nous n'avons pas en réalité des hôpitaux de l'État. Mais donc, juste avec les 20 millions de dollars qu'on détourne, ici, il faut rappeler que sous les premiers mandats, ils ont, si vous voulez, dépensé, ou les chefs d'État, plus de 27 500 000 dollars en achetant des jeeps palissades qu'il a remis aux députés. Merci, si maître. ça fait cet argent, et Rwanda avec 5 millions de dollars a monté une usine de traitement de nos minéraux. Merci, maître. Merci, maître. On se permet quand même de décimer plus de 27 millions en achetant des jeeps. En tout cas, il a pris 4 minutes et on vous les accorde aussi. Quelle doit être maintenant la réponse du gouvernement pour stopper ce qui ressemble vraisemblablement à une hémorragie? Monsieur Jean-Claude, je ne saurais pas passer à cette question en laissant non, sans problème, vous êtes libre. Ici planer, parce qu'il parle ici des voyages du chef de l'État et ces voyages n'ont aucun apport jusque-là. Mais pour un pays qui est en guerre comme le nôtre, nous savons tous que la guerre, elle se mène à 3 fronts. Nous avons le front diplomatique, le front militaire, mais aussi le front médiatique. Alors, sur le plan diplomatique, je ne sais pas si le président de la République doit se cramponner, se recroqueviller dans son coin, dans son pays, et alors qu'il est censé voir les autres chefs de l'État, voir ceux qui sont en train de soutenir le Rwanda, leur dire par exemple que les minéraux que vous êtes en train de payer au Rwanda, qui nous appartiennent, vous pouvez les payer auprès de nous, s'il y a des accords, ainsi de suite, afin de les dissuader, de soutenir le Rwanda. Toutes ces démarches-là, ce sont des démarches qui sont vaines, selon mon co-débatteur. Il dit juste qu'elle ne donne pas de fruits. C'est très triste ce qu'il est en train de dire. La guerre, ce qu'il doit savoir, c'est que vous pouvez la commencer aujourd'hui, mais vous ne savez pas le jour que vous allez la terminer. Voilà pourquoi il faut encourager jusque-là les efforts diplomatiques du chef de l'État pour terminer cette guerre, parce qu'elle peut aussi se terminer sur le plan diplomatique. Alors, il est juriste, mais il se demande à qui l'on peut remettre des carrés miniers confisqués à une personne sans document. Mais c'est une question que l'on poserait, que se poserait un petit enfant. Quand on confisque à quelqu'un plutôt qui a des carrés miniers sans document, c'est pour donner aux gens qui ont des documents. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, avec la RSP, vous savez vous-même ce qui est en train de se passer. On est en train de régulariser les choses de sorte que les Congolais puissent vraiment jouir de leurs richesses, mais de manière légale. Il parle ici de vol. Oui, il y a eu vol, il y a eu détournement, mais attention, il y a une touche particulière pendant ce temps. La touche particulière, c'est que pendant votre régime, où votre mentor Adolphe Mouzito était ministre, on pouvait bien voler. Il n'est pas d'Adolphe Mouzito. En vol, c'est avec qui? Délice Sanga. En vol, c'est avec Délice Sanga. Excusez-moi, j'ai pensé qu'il était de Nouvel Élan, mais voilà. Ce sont les régimes passés qu'il est en train de défendre ici. Je voudrais dire ici que pendant ces régimes, il y avait vol et détournement, mais il n'y avait pas d'interpellation. Ah, c'est la touche particulière. C'est une touche particulière. On a volé, on a interpellé, on a jugé, on a condamné. Et on a libéré. Certaines personnes sont en prison. Et quand on libère, au moins la justice a fait son travail et que la personne a prouvé peut-être qu'elle n'a pas volé de l'argent. Voilà un peu la touche particulière. Donc, la justice est en train de faire son travail. Nous sommes en train de lutter contre la corruption qui a plané. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens avec beaucoup d'argent qu'ils ont volé de jadis, mais actuellement, vous sentez que la corruption n'est pas en train de planer et on est en train de la combattre avec la dernière énergie. Voilà. Non, la question maintenant, que doivent faire les gouvernements avant? Voilà, que doit faire le gouvernement? Je pense que l'article 64 de notre Constitution est très clair. Tout Congolais a le droit de faire échec à tout celui qui voudrait prendre le pouvoir par force. Même vous, en tant que journaliste, si vous êtes Congolais, vous êtes censé tenir en échec tout celui qui veut prendre on fait un travail avec ces débats pour combattre le pays ou prendre le pouvoir par force. L'unique moyen par lequel il faut prendre le pouvoir, c'est les moyens démocratiques, les élections,
tel que Félix Tshisekedi a pris. Nous sommes en train de saluer ici les services, le travail des titans abattus par les services intelligents de notre pays, entre autres la DEMIAP, l'ANR. Récemment, on a interpellé certaines personnes. Oui. Récemment, on a levé le moratoire. C'est aussi un moyen de dissuasion pour dissuader ceux qui sont en train de prendre les armes, que une fois les éléments bien réunis, que vous êtes complices de la guerre qui est en train de sévir à l'Est, de tuer nos compatriotes, vous serez condamnés à mort, vous serez pendus, vous serez tués. Exécuté. C'est parmi les moyens qu'on est en train de mettre en place pour dissuader ces gens qui doivent nécessairement revenir à la raison. Alors, monsieur Maître Mohamed Enga, on va tenter un peu d'éclaircir justement. Vous avez épinglé brièvement ce qui s'est passé à Kigali lors de la commémoration donc, des génocides, les 30 ans. On a vu une mobilisation tous azimuts de la communauté internationale et les Congolais lambda se sont quand même posé la question, après cette action diplomatique vantée ici, ce qui est louable par M. Vicky Moukeba, comment on a l'impression que Félix Tshisekedi, président de la République, a du mal à faire isoler Paul Kagame sur la scène internationale? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que de l'autre côté du plateau, oui, on a le fait qu'il s'agit d'une prétendue diplomatie agissante. On se permet même de faire une confusion entre le fait pour les chefs de l'État de voyager à volonté et la véritable diplomatie. Je voudrais se rappeler que dernièrement, le chef de l'État était en Belgique, où il est allé rencontrer le Premier ministre belge, s'insurgeant contre le fait que l'Union européenne, parce que la vérité de l'Union européenne, a signé un accord avec le Rwanda par rapport aux minéraux stratégiques. Oui. Et savez-vous la réponse du Premier ministre belge? Parce que pour le chef de l'État, il fallait qu'il y ait un arrêt de cet accord. Tout à fait. On ne signe pas d'accord avec le Rwanda, parce que sous les sols rwandais, en réalité, il n'y a pas de minéraux stratégiques. Ça, c'est une évidence. Mais c'est la réponse du Premier ministre belge qui m'a tiqué. Il dit qu'il n'y a pas question d'arrêter la signature de l'accord, il est plutôt question de retracer les minéraux. Vous allez vous rendre compte que le chef de l'État va agir inutilement. Parce que pourquoi il a voyagé? Il a voyagé pour demander à, je ne sais pas s'il faut les appeler partenaires, mais eux quand même les appellent partenaires, déjà qu'ils ont un sérieux problème d'identifier les vrais partenaires de la RDC. Il voyage vers son partenaire pour lui demander d'arrêter de signer un accord avec notre ennemi qui est le Rwanda. Mais son partenaire lui dit, on n'arrête pas de signer, on va signer l'accord avec le Rwanda, mais il sera plutôt question de retracer ces minéraux, ce qui est quasi impossible. Et même ils savent que sous les sols rwandais, il n'y a pas de minéraux stratégiques. Mais conclut quand même l'accord, et dernièrement c'est la France qui a conclu l'accord de 400 millions de dollars. Comprenez? Et voilà donc l'importance de la question que vous posez. Le chef de l'État voyageait à travers le monde, et lui-même s'en est félicité pendant la campagne. Il dit, j'ai vu Poutine, j'ai vu les Américains là, c'est qui encore? Joe Biden, j'ai vu Macron, j'ai vu etc. Comme si c'était une qualité, comme si c'était quelque chose de positif pour nous, parce que ces multiples voyages, je confirme et je l'assume, n'ont porté aucun fruit par rapport à notre diplomatie, par rapport à notre économie. C'est pour cette raison que vous allez comprendre que le chef de l'État a voyagé inutilement. Et d'ailleurs, il faudrait ici rappeler avec mon co-débatteur qu'il y a une différence entre la véritable diplomatie agissante et le fait de voyager à oh, voilà, c'est pourquoi vous estimez qu'il a échoué et pourquoi a-t-il échoué? Pourquoi il a échoué? Oui. Parce que nous parlons de la diplomatie, actuellement nous sommes en guerre contre les Rwandais. Les chefs voyagent à travers le monde. C'est quoi notre position diplomatique? Nous sommes agressés. Et quand nous sommes agressés, en fait, nous avons une organisation supranationale appelée l'ONU qui est là et qui est censée constater qu'il y a différents rapports de l'ONU qui ont établi le fait que ce qui se passe à l'est du pays, il y a notamment les soutiens du Rwanda, on appelle le mouvement 23. Donc il y a une agression. Mais c'est quoi la conséquence? Si au moins on avait affaire à un régime qui a une véritable politique diplomatique, la conséquence devrait être en principe la condamnation, les sanctions de l'ONU et d'autres États amis et frères contre le Rwanda. Mais ici, il faut rappeler que ni l'ONU, ni aucun État à travers le monde n'a pris des sanctions contre le Rwanda. Et contrairement à cela, ils se permettent quand même d'aller
passer 48 heures à Kigali pour commémorer ce qu'eux-mêmes appellent les génocides des Tutsis. Mais en réalité, ce n'était pas les génocides des Tutsis, parce qu'il y a aussi beaucoup de Tutsis dont leurs vies ont été fauchées par les génocidaires Paul Kagame, appelé à l'époque allié stratégique et fiable du chef de l'État. Donc vous allez comprendre, juste avec cet élément que vous venez de souligner, qu'il s'agit en réalité d'une véritable diplomatie du temps perdu, qui n'a rien à voir avec une diplomatie agissante. Mais sur la même question, pourquoi vous avez du mal à isoler Kagame sur la scène internationale? Je me répliquer à ce qu'il vient de dire. Vous savez, la diplomatie n'est pas une imposition. C'est ce que lui est en train d'ignorer pour l'instant. La diplomatie n'est pas une imposition. C'est pas non plus pleurnicher. Le Rwanda est un pays autonome. La Belgique, un autre. Et la RDC, un autre pays aussi. Alors, les contrats signés entre le Rwanda et la Belgique ne peuvent pas être brisés de manière imposante ou imposée par la RDC. Quand nous partons, c'est pour négocier, c'est pour collaborer. C'est là qu'il doit comprendre que la Belgique est libre de signer avec le Rwanda, mais nous, dans le cadre de la diplomatie, nous sommes censés collaborer, demander cet isolement dont il est question pour fragiliser le Rwanda. Alors, il est en train de demander des sanctions. Les sanctions également, c'est négocier. Les sanctions, vous n'allez pas ici quitter la RDC pour aller dire à l'ONU, sanctionner directement le Rwanda. Mais ce que je sais, c'est que les mêmes voyages qu'il est en train de critiquer, la même diplomatie qui est aujourd'hui vilipendée, c'est cette diplomatie qui a permis que les États-Unis, qui a permis que l'Union européenne, il y a même des députés européens dans leur plénière européenne, ils sont en train de dénoncer ce que le Rwanda est en train de faire. Pour moi, c'est un processus. C'est déjà bien, c'est déjà un pas. Parce qu'on a dénoncé, parce qu'on a décrié, je pense qu'un bon jour va arriver où l'on va sanctionner le Rwanda. On va tuer tous les Congolais. Il ne va pas tuer. Vous savez que notre armée est en train de se défendre. Il y a des positions. Il y a de la défense. Je vous ai dit ici tantôt que la guerre se mène à 3 fronts. Il y a le front militaire que nous ne sommes pas en train de négliger. Si vraiment la RDC était faible, on aurait pris Goma depuis longtemps. Et si on ne prend pas Goma, donc... La RDC, c'est pas seulement Goma, cher monsieur. Non, mais Goma a été pris. C'est la RDC. C'est la RDC, nous comprenons. Mais je vous dis que Goma n'est pas pris parce que la RDC est en train de se défendre. Donc nous ne sommes pas à prendre dans la main facilement parce que nous sommes en train de négocier et que les négociations ne sont pas en train de réussir. Donc retenez que la diplomatie n'est pas une imposition. La diplomatie, c'est une négociation. Nous avons des pays souverains auprès de qui nous allons négocier et tant qu'ils n'ont pas encore fait ce que nous sommes en train de désirer, nous n'irons pas leur imposer. Voilà ce que vous devrez retenir. Merci à vous. En tout cas, on va parler de l'autre thématique, la nomination de la première ministre Judith Tuluka, une première en République démocratique du Congo d'avoir une femme à la tête de l'exécutif national et dans la projection, puisqu'on avait fait la semaine dernière l'analyse de sa nomination, c'est dans la projection de son équipe qui va l'accompagner pour mener à bien les 5 prochaines années sous Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faudra-t-il avoir comme gouvernement? Un gouvernement politique, ce qui est routinier en République démocratique du Congo. On voit ce sont les partis politiques qui délèguent souvent leurs représentants. Ou faudra-t-il cette fois-ci changer un tout petit peu la paire des manches, aller dans la technique, dans la technocratie? J'ai envie de commencer un peu avec la majorité. Et puis, vous vouliez réagir? Alors, 30 secondes, rapidement. Merci. Il est vrai que j'ai suivi mon co-débatteur. Il allègue que la diplomatie, ce n'est pas de l'imposition. Oui, c'est ça. Mais ce qui est évident, que la diplomatie, ce n'est pas pleurnicher à volonté. Ce n'est pas se distinguer dans des discours de lamentation. Ce n'est pas le pleurnicher en Europe ou en Afrique. Ça nous a permis de découvrir qui est l'ennemi de la RDC. C'est sous Félix que nous l'avons su. Non, ça c'est une erreur. C'est sous Félix que nous l'avons su. Il y a des rapports des experts des Nations Unies qui ont toujours indexé les rôles du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Je voudrais vous rappeler qu'il y a une condamnation, une décision judiciaire condamnant l'Ouganda pour agression contre la RDC. Ça ne commence pas avec M. Tshisekedi. Arrêtez de vouloir désorienter l'opinion. Et ici, je dois dissiper le malentendu. La diplomatie, c'est de l'imposition stratégique. La diplomatie, c'est faire valoir, c'est faire entendre la voix d'un pays.
Ce n'est qu'alors qu'on peut dire qu'un État a une véritable politique diplomatique. C'est au moment où on émet un avis, on fait des propositions et que les autres États vous suivent et vous soutiennent. Mais contrairement à la diplomatie de M. Tshisekedi, on continue à pleurnicher, on continue à se distinguer dans des discours de lamentation, on continue à voyager et personne ne nous soutient. Il déclare ici qu'il y a des gens qui dénoncent, mais le chef de l'État lui-même dénonce à volonté. Ce n'est pas pour autant dit que la guerre a pris fin. Et il vous dit qu'on ne prendra pas Goma comme si Rutshuru et Bunagana pour les gens de... Nous sommes en train de récupérer toutes ces parties. Ne font plus partie de la République. Nous sommes en train de récupérer toutes ces parties. Ici, il faut rappeler que l'État, la Constitution, fait d'une cession même d'un mètre du territoire national de la haute trahison. Donc si aujourd'hui les gens veulent se permettre de céder 2, 3, 4 kilomètres, c'est de la haute trahison. Déjà, combien de fortes raisons, Rutshuru, Bunagana ainsi que d'autres cités qui sont actuellement dirigées par l'Ouganda et le Rwanda. On va prendre l'autre thématique, monsieur. Vous avez suivi les prérequis sur la nomination de Judith Tuluka comme Premier ministre. On va se projeter par rapport à son équipe. Faudra-t-il avoir un gouvernement encore politique ou cette fois-ci qui va se baser sur la technocratie? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Nous sommes très contents de la nomination de madame Judith parce que selon le portrait, la description qu'on a fait d'elle, c'est que c'est une femme intègre. C'est une femme vraiment, on a essayé de rechercher dans son parcours pour trouver là où elle a fauché, sa démarche, on n'a pas trouvé. Donc, elle n'est pas impliquée dans les malversations financières, elle n'est pas impliquée dans la corruption. C'est vraiment cette intégrité que nous avons saluée en dehors de ces privilèges, de cette révalorisation de la femme congolaise, de la femme africaine qui jadis était considérée comme moindre, comme inférieure à l'homme. Alors, elle est aussi UDPS, elle est de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, comprenez que les défis sont majeurs pour elle. Entre autres, nous avons la paix à l'est de la RDC. Elle devrait vraiment se pencher là-dessus. Il y a les sociales qui ne peut pas marcher sans l'économie parce qu'on a toujours dit on ne peut pas parler du paradis social sans une économie stable. Alors, c'est un peu cela. Sinon, nous sommes très optimistes par rapport à la venue ou à la nomination de Madame Judith Tuluka. Avec qui maintenant mener pour nous amener, si vous pouvez permettre cette tautologie, dans ce paradis social? Avec qui maintenant? Avec un gouvernement politique, mais aussi technocrate. On ne peut pas amener des technocrates qui viennent de nulle part pour venir travailler pour le pays. Vous savez bien que le parti politique a pour mission de conquérir le pouvoir, de gérer le pouvoir, mais aussi le conserver le plus longtemps possible. Ce n'est pas seulement en RDC, c'est partout. C'est partout dans le monde que le parti politique joue ce rôle. Donc on ne peut pas séparer la technocratie de la politique et l'inverse est aussi impossible. Les deux vont de pair, mais nous allons demeurer, désirer que parmi les politiques que nous avons dans l'Union sacrée, que l'on puisse chercher ces perles rares des technocrates qui font de la politique, qui sont acquis aussi au changement pour que les social de la population puisse être vraiment redressé, mais aussi que la paix que l'on est en train de rechercher puisse être retrouvée. Est-ce que là, vous avez parlé de son profil, l'intégrité, mais par rapport aux enjeux, va-t-elle avoir les épaules nécessaires de peser cette charge républicaine? Je trouve qu'elle n'est pas novice parce qu'elle a travaillé déjà à la présidence de la République, elle a travaillé comme ministre. D'ailleurs, le projet des 145 territoires, elle est parmi les architectes de ce projet. Non, elle vient après. Elle prend la place de Christian Mwando au plan, donc elle vient sûrement exécuter. Elle a travaillé dans des cabinets. Ah, elle était déjà à la présidence. Elle a travaillé dans des cabinets et ce projet-là, c'est presque son génie. Alors il faut le reconnaître, ce n'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Nous devons rester optimistes et voir les choses pas comme des prophètes des malheurs. Tout à fait. Alors, Maître Mohamed Enga, avec qui Mme Judith Tuluka devrait-elle s'unir pour réussir son action à la tête de son prochain gouvernement?
Merci. D'abord, il faut préciser que personne n'est prophète et personne n'a, si vous voulez, l'intention de les devenir. Deuxièmement, Madame Judith, qui a été nommée dernièrement Première ministre, par rapport à cet aspect féminité, c'est une première. Et s'il faudrait rappeler, il y en a qui ont présenté son profil, qui semble être intéressant. Mais s'il faut rappeler qu'elle a travaillé avec, dans les gouvernements Sama Lukonde 2. Et pour tout esprit éclairé, on vous dira que le gouvernement Samba a échoué sur toute la ligne. Et la dame avait la gestion du ministère du Plan, qui est le moteur en réalité du gouvernement. Quand vous avez quelqu'un qui était à la tête d'un moteur du gouvernement et que le gouvernement n'a pas fonctionné comme il s'est défait, vous allez pas. Voilà pourquoi je parle des prophètes des malheurs, des gens qui voient noir là où il y a blanc. On va les laisser. Je ne viens pas papilloter ici, je parle avec des faits. Vous avez été incapable de prouver votre prétendue diplomatie adjacente. Vous comprenez? Nous l'avons prouvé. S'il vous plaît, vous l'avez prouvé. Vous avez dit que le chef d'État va agir pour aller saluer les gens, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça sur ce plateau, M. Jean-Claude, je il a témoin. passé une année et demie au gouvernement, donc au ministère du Plan, lequel le ministère chapeautait leur projet phare, qui est toujours projet, de 145. Non, c'est déjà en exécution, il y a déjà des bâtiments qui sortent. Dont les taux d'évaluation n'ont pas été présentés. Vous n'êtes pas dans tous les territoires. À quelle hauteur? Et c'est que nous savons que quand nous sillonnons les territoires, c'est toujours un échec patent. Donc c'est elle qui est là. Alors, le problème est que dans ces pays, on peut avoir des potentialités, on peut avoir des qualités. Encore faudra-t-il que celui qui est censé utiliser ces qualités puisse les utiliser à bon escient. Parce qu'ici, il faut rappeler qu'il y a toujours une collaboration entre le gouvernement et le président de la République. Et c'est le président de la République qui est le président de l'exécutif. Et ici, malheureusement, le malheur que nous avons, que les premiers ministres, les deux premiers ministres ont connu malheureusement, c'est le fait qu'il y a toujours un gouvernement parallèle. J'avais aimé la déclaration du premier ministre Elon Kamba qui avait dit mais quand ça marche, on dit c'est quelqu'un d'autre, mais quand ça marche pas, c'est vous. En fait, c'est ça. Le problème avec ces régimes, c'est la mise en place du gouvernement parallèle. Ça a été le cas avec les projets 100 jours. Pendant qu'il y avait un gouvernement qui était là, ils ont confectionné un projet dans l'inconstitutionnalité la plus totale à la présidence de la République, lequel projet a été confié à la gestion des collaborateurs, des gens de la présidence qui ont conçu eux-mêmes, géré les projets et qui se sont auto-évalués. Là, c'est sous les règnes, avant même l'arrivée de M. Lukamba et pendant M. Lukamba. Lors du gouvernement Sama Lukonde, ils ont confectionné notre projet. D'abord, ils ont commencé avec un projet, la lutte contre la pauvreté, qui était un grossier mensonge. Rapidement, oui, je suis en train d'y arriver, qui était un grossier mensonge, parce qu'ils n'ont su lutter contre la pauvreté que des proches collaborateurs. Et par après, ils vont confectionner notre projet nommé Chile Gelou, toujours à la présidence, j'ai dit bien sous les rênes de Sama Lukonde, toujours à la présidence, et géré toujours par les gens de la présidence. C'est ça qu'on appelle un gouvernement parallèle. Et ça ne dépend pas du Premier ministre. Quelle que soit la technicité, quelles que soient les compétences qu'on peut retrouver dans les chefs d'un Premier ministre, mais quand il travaille en concurrence avec un autre gouvernement, mais il ne saura rien faire. Et lui-même vous a dit que le projet 145 territoires, c'est la dame qui l'avait conçu à la présidence. Je n'ai jamais dit ça. Il a dit ça. J'ai dit qu'elle a travaillé. J'ai dit qu'elle a travaillé à la présidence. Elle a travaillé aussi dans des cabinets des ministres. Voilà, merci. Il ne faut pas me donner des mots que je n'ai pas dit. Le projet est construit sous les règnes de M. Kisha Mwando. Et la dame est à la présidence. Et vous avez confirmé que c'est l'œuvre de la présidence. C'est son génie. Oui, vous allez comprendre que même si on appelait, on confiait, elle était dans le cabinet, elle travaillait dans l'ombre. Ce n'est pas mauvais qu'elle puisse proposer un si bon projet. À fonctionner dans les désordres les plus organisés, eh ben, il ne faudrait pas qu'on puisse s'attendre aux résultats. Mais je voudrais quand même, mon choix le plus constant, et qu'on tienne compte de la spécialité fonctionnelle. Certes, il va s'agir des politiques qui seront nommées, mais qu'on tienne compte de la spécialité fonctionnelle, de la technicité,
dans chaque domaine et que ce soit des gens qui vont venir avec un cahier des charges, qui vont présenter ce cahier des charges et qui seront évalués. Le chef d'État nous avait laissé entendre que le ministre devait être évalué, mais il n'a jamais fait cela malheureusement. Merci. Voilà, vous aussi, sur la première thématique, il a eu 30 secondes de plus. Vous pouvez finir justement sur la thématique avant de finir avec notre séance. En tout cas, par rapport au Premier ministre, nous disons qu'elle est vraiment assise pour conduire le gouvernement, mais je reviens à ce qu'il a dit. Nous avons besoin des politiques, mais aussi des technocrates, des personnes qui sont capables aujourd'hui de relever les. Est-ce que les partis défis politiques sont-ils capables de nous les proposer, ces personnes-là? Parce qu'on a tendance à voir que c'est eux-mêmes les politiques qui se mettent en avant. Exactement. Dans l'Union sacrée, nous avons beaucoup de technocrates sur lesquels nous pouvons compter et nous comptons. Donc, le gouvernement concerne qu'il est l'Union sacrée? Le gouvernement va concerner l'Union sacrée. Comment est-ce que vous serez opposant, mais vous voudriez venir diriger avec nous? Ce serait pour mettre des crocs en jambes, comme ce que nous avons toujours connu. C'est victimisé. Comme ce que nous avons toujours, connu pendant 2 ans. Toujours. Un ministre de la Justice qui dit au président de la République que non, je vais appeler Yémen pour ceci, pour cela, ce sont des crocs en jambes. Un premier ministre qui refuse de valider les ordonnances du président de la République, et vous voulez que nous puissions venir travailler avec ce genre de personnes? Non. Des gens comme lui, nous venons travailler avec eux, mais ils vont travailler pour nous rabaisser. Ils vont être pour nous une pesanteur. Donc nous avons une crème intellectuelle au sein de l'Union sacrée, au sein de vous ne savez pas utiliser malheureusement. Nous allons bien l'utiliser, de sorte que, surtout que ces mandats, nous venons de les commencer. Nous-mêmes, nous n'avons pas aujourd'hui des gens à déboulonner. Vous allez voir dans 3 mois, 4 mois, 1 année, les effets de cette gestion de ce nouveau gouvernement. Merci. Alors, on va finir par notre rituel séance carton. Donc, nous avons 3 cartons sur la table. Il y a les cartons rouges qui consistent à une sanction négative, les cartons verts, une sanction positive, et les cartons jaunes qui est un avertissement que vous allez adresser justement à une personnalité ou une entité publique ou politique. Ça dépendra de vous. Donc, un carton justement par personne, rouge négative, jaune avertissement, vert, ça sera les positifs. On prend cette transition, on revient. Alors, Maître Mohamed Enga, votre carton, je crois que vous l'avez... Mon carton vert est adressé. Il y a jaune. Vous avez jaune, jaune, c'est avertissement. Rouge, négative. Vert, positif. Adressé à une autorité politique administrative. Tout à fait, oui. Oui, mon carton jaune est adressé au chef de l'État. Les jaunes, l'avertissement, d'accord. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il nous a laissé entendre qu'il ne va plus commettre les erreurs du passé. Je pense qu'il a pu identifier ses erreurs et de la plus belle manière. Parce qu'on peut identifier les erreurs, mais on se trompe, on se déraille. On prend autre chose que les erreurs. Il doit prendre le courage d'identifier les multitudes des erreurs qu'il a pu commettre pendant son premier mandat, parce qu'il y en a autant, et de prendre un ferme engagement de ne plus commettre ces erreurs. Mais j'ai comme l'impression qu'il a commencé à commettre les erreurs. Eh bien, mon avertissement est qu'il puisse bien identifier ces erreurs et qu'il puisse effectivement arrêter de les commettre. Merci. Et qu'il gère pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise, parce que ça sera effectivement pour l'intérêt de tout le monde. Merci. Monsieur Vicky Moukeba, votre carton. Je suis très content parce que pendant mon régime, on peut adresser un carton jaune au président de la République. Il a été élu par le peuple, il est redevable et responsable vis-à-vis de la population. Ça n'existait pas il y a 5 ans. Ça a toujours existé. Non, ça n'avait jamais existé. Ça n'avait jamais Votre existé. carton, s'il vous plaît. Mon carton jaune, je l'adresse au sénateur Avi, parce qu'il a été cité d'abord par mon secrétaire général du parti dans... Il n'est pas une source fiable, votre secrétaire. Il n'est pas une source fiable. Il raconte n'importe quoi. Vous n'êtes pas son avocat. Je ne suis pas, je ne le suis pas. Je constate qu'il raconte n'importe quoi. Il parle des immigrés, est-ce que vous pouvez me laisser continuer? Il raconte n'importe quoi. Vous n'êtes pas son avocat, vous pouvez me laisser continuer. Il a été cité, ce n'est pas bien pour lui. Voilà pourquoi je lui adresse le carton. Le problème c'est lui ou le problème c'est ceux qui le citent qui doivent montrer les preuves? Il a été cité et ce n'est pas bien pour lui. Mais la deuxième des choses, vous êtes condamné. La deuxième des choses, c'est que récemment, on a arrêté un conseiller politique proche de Corneille Nangaa. Il l'a cité encore une fois. Comprenez que 2 fois, ça fait déjà beaucoup. Alors,
je profite de cette occasion pour lui faire aussi un carton jaune. Nous avons encore besoin de lui. C'est une icône. C'est pour nous un monument. Il doit rester avec nous. Merci à vous, messieurs. En tout cas, merci, maître Mohamed Enga. À moi de vous remercier, M. Gissier. Merci également aux honorables téléspectateurs qui continuent à nous faire confiance. Merci à mon co-débatteur pour ce débat républicain. Merci à vous, M. Vicky Moukeba. Je vous dis merci, M. Jean-Claude. Je dis aussi à M. Mohamed pour ces débats houleux, mais qui a beaucoup plus édifié notre peuple qui nous a suivis. Alors, dans 5 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Merci de nous suivre. Restez curieux suivant nos programmes et au revoir.